Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Les titres de ce 17 novembre. La chambre d'instruction de la Cour d'appel d'Orléans rejette la demande de nullité de mise en examen de Jean Germain. Où en est-on précisément dans le calendrier judiciaire de l'affaire des mariages chinois? Politique, Marisol Touraine s'explique ce soir sur son choix de ne pas se représenter dans son canton de Montbazon en mars prochain. L'UMP 37 se prépare déjà à la victoire. 4000 mètres carrés pour la création sur le site des Grandes Brosses à Métré en Indre-et-Loire. Le 37e parallèle vient tout juste d'être inauguré. Bonsoir à tous. La chambre d'instruction de la Cour d'appel d'Orléans rejette la demande de nullité de mise en examen de Jean Germain dans l'affaire des mariages chinois. Pas de surprise pour Maître Tricot, l'avocat du sénateur et ancien maire de Tours. Il est difficile, dit-il, de désavouer les juges à ce stade de la procédure. Cela a-t-il des conséquences sur le déroulement de l'affaire et puis surtout, où en est-on dans le calendrier judiciaire de mariages chinois? C'est ce que nous explique Florent Carrière. La décision de la chambre d'instruction ne change rien à l'affaire des mariages chinois dans le volet judiciaire. Jean Germain reste mis en examen, tout comme Lisanne d'ailleurs. Alors quelle suite dans le calendrier judiciaire? L'instruction est aujourd'hui terminée. Le dossier est actuellement au parquet pour règlement, celui-ci devant faire son réquisitoire, autrement dit, rendre ses conclusions. C'est ensuite au juge d'instruction de prendre une décision. Un non-lieu ou renvoyer l'affaire. On devrait en savoir un peu plus d'ici la fin 2014. Si procès il y a, il pourrait se tenir vers le mois de mai ou juin, sauf s'il y a un pourvoi en cassation. L'avocat de Jean Germain pourrait en effet faire appel de la décision de ce matin devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, ce qui aurait pour conséquence de retarder un peu plus le dossier. En politique, les cartes sont sans cesse rebattues, vous le savez. Vendredi dernier, nous vous le disions, Marisol Touraine ne se représentera pas sur son canton de Montbazon en mars prochain. La ministre de la Santé a pris sa décision et renouvelle toute sa confiance au président du Conseil général d'Indre-et-Loire, Frédéric Thomas. Mais cela ne veut pas dire pour autant que la ministre renonce à toute autre ambition locale. On l'écoute. C'est un choix que j'ai pris et comme je l'ai dit, lorsque j'ai passé le flambeau à la tête du Conseil général à Frédéric Thomas, lorsque j'ai été nommé ministre, j'ai compris que pour moi c'était une page de mon histoire politique qui se tournait. Et Frédéric Thomas est un remarquable président. Et au fond, cela correspond à une période de ma vie politique. Je ne ferme aucune porte, absolument aucune porte. Et donc je serai active aux côtés des candidats. Et je vous le dis, c'est simplement un choix à un moment de ma vie, en rien un renoncement. C'est un choix, je sais, qui a été assez douloureux, mais qui est celui de la raison, compte tenu des enjeux, des responsabilités, du rôle qu'elle a au gouvernement au niveau national. Marisol Touraine m'a fait confiance. Je crois qu'on a travaillé ensemble dans la confiance. Je pense qu'on apprend beaucoup de ces personnages politiques là. J'ai appris beaucoup. Aujourd'hui, je suis en mesure, comme je l'ai fait pendant 2 ans, de poursuivre, d'assumer ces responsabilités qui sont très fortes. Et c'est évidemment une bonne nouvelle pour l'UMP qui espère bien profiter du déclin du Parti socialiste pour conquérir ses terres. Mais pour cela, l'UMP va devoir sérieusement se mettre en ordre de marche. Agnès Michaud. À l'UMP, on se dit prêt à reconquérir le Conseil général d'Indre-et-Loire. Suite à la décision de Marisol Touraine de ne pas se lancer dans les prochaines cantonales, chacun y va de son analyse. Pour Claude Greff, cela fait longtemps que la ministre a délaissé son canton. Mais je ne suis pas tellement étonnée puisque avant d'être ministre, elle n'était pas très présente sur le canton. Aujourd'hui, elle fait confiance à M. Beffara qui est assez inaudible à l'Assemblée nationale. En réalité, j'ai le sentiment que ce secteur est un peu déserté et c'est, je pense, une des raisons pour laquelle Mme Touraine ne veut pas prendre le risque d'un éventuel échec. Pour Hervé Novelli, Marisol Touraine serait tout simplement consciente de son impopularité et éviterait donc ainsi un revers électoral couru d'avance. Je pense qu'elle aurait été battue de toute manière et donc elle a privilégié
son ministère à un combat difficile, voire très difficile. Selon Philippe Briand, il semble évident que ce choix fait suite à un sondage qui l'aurait donnée perdante. Quoi qu'il en soit, le président départemental de l'UMP se réjouit que les grandes figures du PS local laissent à son parti le champ libre. J'ai entendu que Marisol Touraine ne voulait pas se représenter dans son canton. J'ai entendu aussi que Claude Roiron, l'autre femme du nord de la Loire, ne voulait pas se représenter non plus dans son canton. C'est le départ pour la gauche de deux femmes majeures qui ont eu leur importance. Toutes les deux anciennes présidentes du Conseil général. Je ne sais pas ce qui les pousse à arrêter. Pour Marisol, c'est peut-être la peur d'une défaite. Quand on est membre du gouvernement, c'est jamais très agréable. Je le comprends bien. Ce sont des départs importants à noter. On a toutes nos chances de faire le match. Donc on va bien engager le match, on va le faire dans l'Union. Et l'Union, justement, c'est ce qui a parfois fait défaut à l'UMP pour l'emporter. Tous sont donc unanimes. Il est absolument nécessaire de trouver des terrains d'entente avec les candidats de l'UDI pour espérer, en mars prochain, faire basculer le Conseil général à droite. Le PDG d'Orange, Stéphane Richard, a lancé une petite commune de 452 habitants dans le Loir-et-Cher, entourée de Maurice Leroy et du député UMP Patrice Martin-Lalande. Le PDG d'Orange a inauguré les travaux de montée en débit de l'Internet dans le département. L'objectif est d'ailleurs très clair pour le président du Conseil général, le très haut débit d'ici à 2020 pour tous les habitants du Loir-et-Cher. Aurélie Renaud. Sur la petite place de l'église, on l'attend tel un messie, le PDG d'un groupe comptant 170 000 salariés dans le monde. Car c'est en personne que Stéphane Richard, le président d'Orange, est venu inaugurer cette petite armoire relais, signe d'une véritable révolution numérique. Car cette armoire raccourcit la distance entre l'équipement qui génère Internet et les abonnés. Résultat, la connexion est meilleure. On était à environ 3 mégas et certains administrés vont pouvoir bénéficier avec le déploiement de la fibre optique jusqu'à 50 mégas. Et le but, c'est que 98% des habitants de la commune bénéficient d'au moins 10 mégas. Désormais, la petite commune de Lancé pourra être fière de son école, de sa caserne de pompiers et de son très haut débit. Un levier de développement économique pour le maire qui compte bien faire venir des télétravailleurs. 19 autres communes du Loir-et-Cher vont bénéficier du même équipement. Un investissement de 3,3 millions d'euros cofinancé par le département, l'État, la région et l'Europe. C'est évidemment la clé du futur. C'est, je crois, de la vie générale. Le principal levier de croissance future, de création d'emplois, de création de richesses, mais aussi d'amélioration de la vie quotidienne, pour lutter contre la désertification médicale, pour permettre le maintien à domicile des personnes âgées dans un contexte de vieillissement de la population, etc. Dans son plan d'action, le département prévoit un investissement de 130 millions d'euros entre 2015 et 2020. Son but, le très haut débit sur tout le territoire. L'objectif, c'est d'avoir, dans les 5 ans, 70% de toute la population qui est accès à l'Internet très haut débit par la fibre optique et les 30 autres % qui n'auront pas accès par la fibre, d'avoir accès à un très haut débit pour la plupart ou au moins à un haut débit de très bonne qualité. Et puisque le très haut débit rend possible la visioconférence, le partage de fichiers ou encore le stockage de données à distance, le département vise aussi l'accueil de nouvelles entreprises. Allez, on passe au sport. Après 7 défaites consécutives, le Tour FC s'est imposé en Coupe de France face à Saran, près d'Orléans. Le score 2-0. Saran, une équipe de 6e division. Certains joueurs ont été lancés sur le terrain pour la première fois. Alexandre Dujeu s'est dit satisfait de renouer avec la victoire. Lourde défaite en revanche pour le TVB qui s'est incliné face à 7. Le score 3-7-0 pour cette 6e journée de championnat. Des joueurs sans doute éreintés par la multiplication des matchs ces derniers jours, mais qui ne devaient en aucun cas perdre ce match. Mauricio Paes, l'entraîneur, s'inquiète de voir ses joueurs attendre le retour de David Konechny comme celui du Messi. On l'écoute. C'est vrai qu'on était absent partout, mais absent à un niveau comme ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. Même qu'on en avait perdu de 2-7, qu'on en avait perdu de 7, là c'était assez bluffant. Ce qui m'inquiète, c'est que les gens attendent David comme un Messi. Et ça, c'est encore pire. Même si l'équipe avec lui, elle va avoir d'autres problèmes. Parce qu'il y a d'autres situations qui vont se présenter, des difficultés, et il va falloir quand même les pallier. Si tu n'as pas de caractère, si tu n'as pas de rigueur, si tu n'as pas de concentration, ça sera toujours difficile.
Prochain match en Coupe d'Europe, cette fois-ci ils rencontreront les Italiens de Perugia jeudi soir. À 6 mois des fêtes de fin d'année, le sapin de Noël de la ville de Tours a été installé place Jean Jaurès devant l'hôtel de ville. Un beau normand de 16 mètres de haut et 50 cm de diamètre qui sera décoré durant ces 3 prochains jours. En effet, il doit être prêt pour l'inauguration des illuminations et du marché de Noël ce vendredi dès 17 h. Une tradition que nous retrouvons avec plaisir fin novembre, début décembre. Et je dois dire que cette année, nous avons un changement d'arbre. C'est-à-dire que ce n'est pas le même sapin que d'habitude, ce n'est pas un épicéa, c'est un Nordmann, très exactement un Abies nordmannia, qui est un arbre magnifique de 16 mètres de haut et qui nous arrive de Saint-Cyr-sur-Loire. Ça fait plaisir, quoi. On est un peu fiers de voir son sapin place du Palais. C'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on peut mettre son sapin à place du Palais. 4000 m² pour la création sur le site des Grandes Brosses à Métré, en Indre-et-Loire. Le 37e parallèle vient tout juste d'être inauguré. 9 compagnies ont travaillé sur l'éclosion de ce concept artistique, faire entrer les visiteurs dans le processus de création des artistes. Agnès Michaud. Du 244 rue Auguste Chevalier à Tours, au site des Grandes Brosses à Métré. Entre la création du projet 244 et celle du 37e parallèle, 15 ans se sont écoulés. Bonjour mademoiselle. Vous savez que c'est l'ouverture du 37e parallèle aujourd'hui? Vous êtes les bienvenus. Alors hop, circulez s'il vous plaît. Hein? Et maintenant, allez! Bonjour, bienvenue au 37e parallèle. Allez-y, profitez-en. Aujourd'hui c'est ouvert Ce sont des compagnies elles-mêmes qui ont proposé le site de cet ancien hôpital à l'agglomération et qui ont assuré le suivi de chantier. Rénovation de l'existant, construction d'un nouveau bâtiment de 1900 m² et équipement des locaux pour un coût total de 3,8 millions d'euros financé par Tours Plus, le Conseil général et la région Centre. Aujourd'hui, 9 compagnies ont pris possession de ces beaux volumes. Musique, chant, danse, théâtre, cirque ou encore travail du fer, les disciplines sont multiples et permettent une véritable émulation tout à fait favorable à la création. Ça va nous permettre effectivement de continuer à concevoir de nouveaux spectacles et des nouvelles créations entre compagnies et voilà, travailler dans le partage. C'est l'agglomération qui règle les factures d'électricité et de chauffage. Chaque compagnie a quant à elle à sa charge un loyer qui tourne autour de 250 à 300 euros par mois. Et dans son box, elle est libre de stocker, fabriquer ou encore répéter. C'est la particularité de ce lieu-là qui est à peu près unique en France, c'est-à-dire que c'est un lieu de création. Mais je pense qu'il faut plutôt le voir comme un lieu ouvert, de travail ouvert, où les gens peuvent venir pénétrer dans l'antre de ce qui est la création d'un spectacle. Le 37e parallèle, ou fabuleuse manufacture de spectacles vivants, vous invite donc à regarder par le trou de la serrure la création en cours. C'est ici que se prépareront les quelques 200 représentations programmées par ces compagnies chaque année dans le département. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invitée de la rédaction, Caroline de Guinée, avec elle nous parlerons du Téléthon et surtout des avancées de la recherche pour soigner les malades atteints de la myopathie. À tout de suite.